a vu un premier thème qui était consacré à l'embauche, un deuxième thème qui était consacré à la rupture du contrat de travail, et on va attaquer donc la semaine prochaine le troisième thème très important sur la durée du travail. Voilà, qui sera composé de 4 ou 5 leçons, et 2 d'entre elles sont déjà insérées dans votre NetCampus. J'espère que vous vous y retrouverez. Alors peut-être que vous pouvez faire des classements aussi. Alors je ne sais pas si vous, de votre côté, dans l'espace étudiant, vous pouvez classer les cours. J'en suis pas sûr, mais en tout cas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à faire remonter à votre campus manager. Moi, de mon côté, a priori, je ne peux rien faire et mes thèmes sont classés dans l'ordre. Donc, vous voyez plutôt ça avec votre campus manager. Voilà, on revient sur l'organisation du cours d'aujourd'hui. Donc, vous deviez préparer l'application qui va clôturer, qui est une petite application, un peu de synthèse de tout ce qu'on a vu dans le thème de la rupture du contrat de travail, et qui va nous faire revenir sur des choses alors qu'on a déjà vues pour certaines, et d'autres qu'on n'a pas encore vues, ou en tout cas qu'on n'a pas encore mis en application. Et donc, ça va nous permettre de voir tout ça. Alors, je vois qu'il y a 21 étudiants connectés et que je n'ai que 17 étudiants qui ont vu le cours. Moi, j'ai cette vision-là. Je peux savoir qui a vu le cours et quand la personne l'a vu. Alors, je suis nouveau et je viens de commencer à suivre les cours. Ok, Hassan, pas de souci. Alors, c'est pas du tout du flicage, c'est pas mon style d'enseignement, mais juste un petit rappel. N'oubliez pas, les leçons sont liées à l'avance. Il y a 1 ou 2 semaines d'avance en général. J'essaye de m'y tenir. N'oubliez pas d'aller voir les leçons et de, au moins, même si vous ne rédigez pas, mais au moins prendre quelques notes sur les applications qui sont mises en ligne et qui font appel à vos connaissances acquises lors de la lecture des cours ou encore lors des séances que l'on fait ensemble. Voilà, je veux vraiment que voilà, il faut que ça vienne de vous. Je ne dois pas faire le flic pour dire qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Ce n'est pas du tout mon rôle. Et en visio, c'est encore beaucoup plus difficile. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais vous voyez, voilà, il y a 17 étudiants qui ont vu le cours et vous êtes 21, donc c'est quelque part. Alors, sauf ceux qui viennent d'arriver, comme Hassan, par exemple, vous serez même 22 une fois que Korotum nous aura rejoint. Donc, ça veut dire que certains n'ont pas vu. Alors, je n'irai pas jusqu'à aller voir qui a vu le cours et qui n'a pas vu, mais sachez que je peux le faire. Voilà, allez, on va y aller. On va commencer. Alors, comme d'habitude, comme vous en avez l'habitude, je fais un petit jam et puis ça me permet de reprendre les intitulés de l'application et de pouvoir éventuellement faire des petits compléments. Hop, voilà, c'est parti. Et donc, on va commencer par la première chose qui est donc de se mettre dans le bain de ce qui va nous être demandé. Alors, vous avez, vous, normalement, enfin, pas normalement, vous avez le TD, donc vous pouvez aussi le suivre sur votre NetCampus. Et je partage mon écran. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la société esthétique et santé est en période de forte croissance et doit ajuster ses effectifs. Elle est tenue d'ajuster ses effectifs. Elle est amenée à procéder à des embauches en utilisant différents types de contrats. Et elle a récemment procédé à des recrutements, ce qui porte les effectifs de la société à 13 salariés. De même, pour des motifs qui tiennent à la volonté de la direction et aux souhaits des salariés, elle va enregistrer des départs et c'est là où nous allons intervenir. Comme elle rencontre des difficultés pour gérer plusieurs situations liées au départ d'un salarié, Madame Karine vous demande de l'aider à analyser les différents cas et à préparer les documents nécessaires pour procéder au départ de certains salariés. Voilà pour le contexte.
on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Madame Armelle Cazot, qui a brusquement quitté son poste le samedi 23 janvier, alors que des clientes l'attendaient. Les relations entre l'entreprise et la salariée sont visiblement dégradées. Et Madame Karine, donc, qui est votre supérieure hiérarchique, pense que la situation va évoluer en une rupture du contrat de travail, même si elle ne sait pas encore de quelle façon. Elle vous demande d'évaluer les différents cas possibles pour se préparer à toute éventualité. Alors, on va voir les questions qui nous sont posées par rapport à cette situation. Tac, tac. Alors, pourquoi le cas d'Armelle Cazot peut-il évoluer en un départ à l'initiative du salarié, donc en une démission, ou en départ à l'initiative de l'employeur? Et ici, je vous rappelle que pour les départs, les ruptures de contrat de travail, l'initiative de l'employeur, deux solutions, soit un motif lié au salarié, ou donc un motif personnel, ou soit un motif qui est non personnel. Et là, on parle notamment des licenciements dans les cas où l'entreprise est en difficulté économique, qu'on appelle donc licenciement économique. Donc, quelqu'un veut-il traiter la première question et me donner des éléments de réponse, des idées par rapport à ça? Voilà, la question est simple. Pourquoi ça peut être une démission et pourquoi éventuellement ça peut être une rupture à l'initiative de l'employeur, c'est-à-dire un licenciement? Dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je vous remets la problématique ici. Le salarié a quitté brusquement son poste et les relations sont plutôt tendues entre l'entreprise et cette salariée, Madame Armelle Cazot. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, alors, Rihanna, allez-y. Du coup, ça peut être à l'initiative de l'employé parce que vu qu'elle a quitté brusquement son poste, elle est peut-être pas vraiment investie dans son travail et ça lui plaît peut-être pas forcément. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Alors, on pourrait imaginer, juste à la lecture des événements, que Madame Armelle Cazot a quitté son poste et qu'on pourrait penser qu'elle ne va pas revenir et donc qu'elle souhaite démissionner. D'accord? Alors, il faudra bien sûr matérialiser tout ça. Ça, c'est une première chose. C'est le cas où on serait face à une rupture à l'initiative du salarié. Et peut-être il y avait Aïta qui voulait aussi intervenir. Je vous écoute, Aïta, sur la suite. Oui, je voulais dire qu'il s'agit d'une démission. Ouais, mais Qu'il allez-y, allez-y, allez-y. qu'il est parti suite à un événement, peut-être qu'il a une maltraitance. D'accord. Ouais, alors la maltraitance, on nous en parle pas. Alors peut-être, hein, effectivement, mais on nous en parle pas trop. Alors je vais prendre dans l'ordre, hein, d'accord? Le problème, c'est que je ne vois plus qui a levé la main. Le problème, c'est que ça disparaît très vite. Alors, allez-y, une des personnes, et je ne vois pas qui. Comment je peux faire? Amadou, allez-y, Amadou. Ça pourrait être un abandon de poste parce qu'elle est partie sans donner d'informations. Et donc, allez-y, Amadou, continuez sur cette piste qui est plutôt intéressante. Et donc, Parce que, c'est un abandon de poste. ouais, ok, et un abandon de poste, ça peut caractériser quoi? Ça permettrait de justifier quoi, Abdoul? Ouais. Je laisse terminer, après je reprends après. Allez-y, Amadou, terminez si vous avez. Ça peut justifier que elle est pas bien dans l'entreprise. Ouais, ok, je veux vous amener ailleurs, mais a priori. Oh. Allez-y, Abdoul, prenez le relais.
Si je continue sur sa lancée, en fait, sur l'abandon de poste, c'est que peut-être qu'elle veut qu'on la licencie pour qu'elle puisse avoir droit aux indemnités. Alors, c'est pas forcément qu'elle le veut, mais en tout cas, d'accord? Et donc, Amadou nous a donné une partie de réponse et Abdou l'a complété. En tout cas, si je vais donner la parole à Alphonse, allez-y, Alphonse, si vous voulez intervenir. Le cas d'Armel Kazou peut évoluer en un départ à l'initiative de l'employeur car elle a commis une faute en s'absentant à son poste de travail. Très bien. Alors, c'est exactement la réponse que j'attendais. Il me faut juste un complément, Alphonse. Quel type de faute, puisque vous avez le choix entre 3 fautes, quel type de faute, juste à la lecture des données, quel type de faute vous mettriez en avant? Non, mais moi j'aurais dit une faute grave, puisque Alors, ça peut porter atteinte à l'entreprise vu qu'elle a laissé des clients. c'est pas mal. En tout cas, c'est bien justifié. C'est bien justifié. Alors, c'était peut-être Diana qui voulait intervenir? Non. Abdoul, allez-y. Je dirais plutôt que c'est une faute simple. Ok. Alors, que ce soit Abdou ou Alphonse, vous avez plutôt raison, tous les deux. Pourquoi vous avez plutôt raison tous les deux? Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de détails. D'accord? Donc, ce qu'il faut, quand vous avancez une solution, d'accord, c'est obligatoirement la justifier. Donc, vous et Alphonse a justifié sa position en disant on s'orienterait plutôt vers une faute, donc une faute grave. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la faute grave, la faute du salarié nuit à l'entreprise et ne permet pas son maintien en entreprise. Bon, on a une des deux conditions qui est bien caractérisée, c'est-à-dire que la faute de la salariée a nuit à l'entreprise, puisque les clients l'attendaient et qu'a priori, alors peut-être que quelqu'un l'a remplacé, on espère, d'accord, ou sinon ces clients ils sont repartis sans avoir eu la prestation auquel ils s'attendaient. Donc obligatoirement, ça nuit à l'image de la société. Ça nuit à son chiffre d'affaires, parce que peut-être que les clients n'ont pas payé étant donné qu'ils n'ont pas eu la prestation auquel ils s'attendaient. Ça, je suis d'accord. Par contre, est-ce qu'obligatoirement, ça ne permet pas son maintien? Bon, imaginons que Armel a eu un coup de fil d'un de ses enfants qui a été hospitalisé. Bon, on pourrait ici, voilà, un peu tiquer. La faute simple, pareil, il faut la justifier. Si éventuellement ici on a affaire à un fait unique, c'est-à-dire que c'est la première fois, d'accord, que ça s'est déroulé, alors on pourra plutôt se diriger vers une faute simple. Si ce n'est pas la première fois, qu'effectivement elle avait beaucoup de clients, que ça a apporté un fort préjudice, on pourrait se tourner plutôt vers la faute grave. Il n'y a pas de réponse bonne, d'accord? Il n'y a pas de réponse bonne parce qu'on n'a pas de détails. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est que vous arriviez sur votre raisonnement à toujours, quand vous prenez une position, quand vous donnez un avis, toujours pouvoir justifier cet avis. D'accord? Et souvent, dans les questions qu'on vous posera, on vous dira vous pensez quoi de cette situation-là et surtout justifier votre réponse. La limite, votre réponse, entre guillemets, elle n'est pas très intéressante, c'est la justification qui est intéressante parce qu'elle montre que vous connaissez votre cours. Donc, voilà, on a répondu plutôt pas mal à cette question. Merci à ceux qui ont participé. Donc, effectivement, 2 solutions. Ici, soit on envisage son départ comme une démission, mais alors, il faudra bien sûr confirmer et matérialiser cette démission par un courrier, qui n'est pas une obligation, mais qui est fortement conseillé. Ou, effectivement, autre possibilité, on peut envisager un licenciement de Madame Cazot pour faute simple ou pour faute grave, en fonction de la motivation que vous arriverez à dégager. Bon. Donc voilà les éléments de réponse qu'on pouvait avoir. Merci à ceux qui ont participé. Deuxième question. Que doit remettre Madame Cazot à l'entreprise si elle décide de partir? Alors j'ai un peu mangé la question en vous disant que le courrier
la lettre recommandée était importante. D'accord ? Pourquoi elle est importante ? Tout simplement, et là on l'a étudié en long, en large et en travers lundi, ça permet de matérialiser une preuve de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail. Ça permet aussi de déterminer une date à laquelle va commencer à courir le préavis. Même, ça permet aussi de s'assurer de la réelle volonté du salarié pour démissionner. Je vous rappelle que le salarié qui démissionne sur un coup de tête, il peut revenir sur sa décision. Ici, si on a un courrier qui est rédigé 2-3 jours après, on peut imaginer que la décision a été mûrement réfléchie et qu'elle n'est pas prise sur un coup de tête. Voilà pour ce que Madame Cazot devra fournir à l'employeur. Alors, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas d'obligation. Un entretien avec Madame Cazot peut très bien aussi matérialiser la démission. Tout le problème est qu'on a, alors, sauf s'il y avait un témoin ou des choses comme ça, mais on n'a aucune preuve de tout ça. Et en matière de droit du travail, d'accord, il vaut mieux se ménager une preuve pour éviter que devant un tribunal, on ait des petits soucis. Donc, il est fortement conseillé que l'employeur demande au salarié démissionnaire un courrier en lettre recommandée de façon à pouvoir matérialiser, à pouvoir se fabriquer, se donner une preuve de la volonté du salarié de démissionner. Oui, Diana. Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Oui. Par rapport à Madame Armel, est-ce qu'elle aura un préavis, vu que c'est elle-même qui a démissionné, je ne sais pas. Ok, c'est justement, regardez, ça tombe pile poil, puisqu'on va répondre à votre question et en même temps répondre à la question numéro 3, qui nous dit, voilà, est-ce qu'elle devra faire un préavis ? On est bien, évidemment, dans le cas de la démission. Alors, je vais vous mettre à l'écran la convention collective qui a été mise en annexe. C'est là où on va trouver notre réponse. Ici, la convention collective et l'article 8 qui traite de la rupture du contrat de travail et plus précisément le petit 1 de l'article 8 nous parle de la démission. Et il nous dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, donc la démission, fera l'objet d'une notification écrite par courrier, par lettre recommandée avec avis de réception. Donc ça vient renforcer ce qu'on disait précédemment. Quand je vous disais la lettre, l'écrit n'est pas une obligation, là, la convention collective en fait une obligation. D'accord ? Je n'avais pas vu cet élément-là, mais à la lecture de la convention collective, là, c'est une obligation. Si la convention collective avait été silencieuse concernant les modalités de la démission, alors, c'est juste l'initiative de l'employeur qui aurait pu demander un courrier. Ici, la convention collective l'impose. Donc, la convention collective impose l'écrit, ce qui revient, quand on répond à la question numéro 2, à dire que obligatoirement, Mme Armel, cette fois-ci, au regard des dispositions de la convention collective, devra matérialiser sa démission par un écrit. Précisément, même par une lettre recommandée avec accusé de réception. Deuxième partie de l'article 8, elle traite ici du préavis, et ça va permettre de répondre à la question de Diana qui nous parlait du préavis. Donc, l'article 8 nous dit la période de préavis est, sauf disposition particulière, fixée comme suit. Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, 1 semaine de préavis est obligatoire. Pour les salariés ayant plus de 6 mois de préavis, il y a donc 1 mois. Donc, la réponse ici va dire oui, il y a un préavis. Qu'il soit d'1 semaine ou de 6 mois, dans tous les cas, oui, il y a un préavis.
Ensuite, quelle est la durée? Ça dépendra de l'ancienneté de Madame Cazot. Alors, je reviens juste sur les notions. Madame Cazot, on ne nous donne pas forcément son ancienneté. On va vérifier dans les annexes. Alors, on a ici une annexe, puisqu'on a la fiche de Madame Cazot, et sur la fiche de Madame Cazot, on nous indique que tac, c'est mal aux yeux, son type de contrat, CDI, son numéro de téléphone, sa situation, super, on ne nous indique pas la date du contrat, a priori. Je revérifie, non, on nous indique tout simplement qu'elle est mariée, on nous donne son salaire, etc. Alors, on n'a pas l'information, d'accord? On n'a pas l'information sur la date du contrat de travail de Madame Cazot, mais dans tous les cas, on sait que si elle a plus de 6 mois d'ancienneté, elle fera donc 1 mois de préavis. Si elle a moins de 6 mois d'ancienneté, elle fera juste 1 semaine de préavis. Oui, Fouera? Je crois qu'il y a un endroit où c'est pas précisé, mais c'est dit qu'elle a travaillé pendant plusieurs années. Oui, vous l'avez vu, elle avait eu un accident samedi 2 janvier. Elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle était trop élevée. D'accord, elle a quitté son poste brusquement. Bon, on verra peut-être à la suite, mais dans tous les cas, on a déjà une partie de la réponse. D'accord, voilà, je le vois. Outre la perte d'une esthéticienne expérimentée et salariée depuis plusieurs années. Voilà la réponse à notre question. C'était indiqué à la suite du télé. On sait que Mme Cazot a plusieurs années d'ancienneté. Ça répond là de façon claire et nette à notre question concernant le préavis. Mme Cazot devra donc effectuer 1 mois de préavis puisqu'elle a plus de 6 mois d'ancienneté dans la société. Voilà, merci de votre intervention, Fouera. Alors, question suivante. Quelles seraient les suites pour Mme Cazot? Pourrait-elle prétendre à une indemnité chômage dans l'affirmative? Sous quelles conditions? Alors, est-ce que la démission, puisque ici on parle de démission, est-ce que la démission de Mme Cazot va lui permettre de toucher du chômage? Allez-y, Fouera. Non, normalement, si tu démissionnes, tu ne touches pas le chômage, mais elle peut y avoir droit si elle prouve une réelle recherche de travail. Vous avez tout à fait raison, d'accord? Par principe, d'accord? Par principe, le salarié démissionnaire qui se prive lui-même de son emploi n'est pas pris en charge par l'assurance chômage. Puisque c'est le grand principe général de l'assurance chômage, seuls les salariés qui sont privés involontairement de leur emploi peuvent être pris en charge par Pôle emploi. Malgré tout, il existe des exceptions. Les exceptions sont notamment la recherche active d'emploi, mais pas seulement. Il y a aussi la démission qui intervient à cause de l'employeur, parce que l'employeur a fait une faute. D'accord. On va imaginer une situation. Mon employeur, je suis charpentier, d'accord, donc je répare des toitures, et mon employeur ne me donne pas le matériel de sécurité nécessaire à mon travail. D'accord. Les personnes qui montent sur les toits doivent avoir un harnais de sécurité, doivent avoir un casque, voilà. Il y a tout un matériel de sécurité obligatoire. Et bien sûr, c'est à l'employeur de fournir ce matériel. Mon employeur ne me donne pas ce matériel et m'oblige à monter sur les toits. À partir de là, et comme je me sens en danger, je décide de démissionner. Mais je démissionne à cause d'une faute de l'employeur. Donc, dans ce cas-là, quand la démission est consécutive à une faute de l'employeur, sous couvert bien sûr de le démontrer, alors vous pouvez prétendre à une prise en charge par l'assurance chômage.
Donc, c'est une exception au principe général. Et ici, on voit quoi dans notamment dans le mail, je crois que Madame Cazot a envoyé. Hop. Donc, ça nous donne un petit peu les circonstances du départ de Madame Cazot, hein, le jour où elle a quitté son poste. Donc, c'est un courrier que Madame Karine, donc votre supérieure, a envoyé à Monsieur Lange, qui est le grand directeur général, et qui indique que nous avons eu un incident pendant une journée de travail avec une des esthéticiennes, Armelle Cazot. En effet, dans l'après-midi du 2 janvier, Madame Cazot a quitté son poste de travail brusquement, sans avertir personne, alors que plusieurs clients avaient encore rendez-vous avec elle. Les autres salariés ont dû la remplacer au pied levé, décaler certains traitements et rallonger leur journée de travail. À son retour lundi matin, Madame Cazot a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien le samedi précédent et que de toute façon, les cadences de travail étaient trop élevées et les journées trop longues. Comme je lui reprochais d'avoir agi trop personnellement sans avertir la direction et ses collègues, le ton est monté, Madame Cazot est partie en déclarant qu'elle quittait l'entreprise et en claquant la porte. Donc, ici, est-ce que Madame Cazot reproche une faute à son employeur? Une faute, alors, oui, une faute à son employeur. Alors, ce qu'elle reproche, elle dit que les cadences de travail sont trop élevées et que les journées sont trop longues. Difficile d'y voir une faute de l'employeur ici. Hein. D'accord ? Difficile d'y voir une faute de l'employeur. Et je reviens sur la démission de Madame Cazot. Il est indispensable que Madame Cazot nous fasse un écrit confirmant qu'elle souhaite bien quitter l'entreprise, puisqu'on voit ici qu'elle est partie, elle a juste claqué la porte en disant bah, je m'en vais, je quitte l'entreprise. Ça n'est pas une démission. Hein. D'accord ? Donc ici, par principe, Madame Cazot ne pourra pas avoir une couverture par l'assurance chômage, sauf donc là, monsieur, on peut parler de l'abandon de poste. Bah, l'abandon de poste, c'est un motif de licenciement. Là, on était plutôt sur le… Alors, certes, c'est un abandon de poste pour le samedi, d'accord ? Quoique Madame Cazot justifie qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, c'est une position un peu délicate, d'accord ? Alors, malgré tout, bon, ça pourrait justifier un licenciement, d'accord ? Mais ici, on était plutôt sur l'aspect Madame Cazot démissionne, puisque c'est ce qu'elle souhaite, a priori, d'accord ? Si on lit le mail, et si on lit ce que Madame Karine rapporte de l'entretien qu'elle a eu avec elle. Et donc, pour revenir sur ma problématique d'assurance chômage, a priori, par principe, Madame Cazot n'aura pas le droit à l'assurance chômage parce que elle se prive, elle, volontairement d'un emploi, sauf à elle de démontrer qu'elle rentre dans les conditions, par exemple, de la faute de l'employeur. De la démission à cause d'une faute de l'employeur. Ce qui ne semblerait pas trop le cas ici. Hein. Je n'ai pas vu qui a levé la main. Je vous donne Abdoul, allez-y. Monsieur, la semaine dernière, vous aviez dit que le seul fait d'exprimer verbalement la volonté de quitter l'entreprise pouvait être considéré comme motif de départ. Là. Oui, je confirme. Le seul fait de l'exprimer verbalement, sauf sous le coup de la colère. Ah, d'accord. Donc, la personne après peut revenir sur sa parole. Voilà. Alors, on avait étudié un cas comme celui-là, et je vous avais dit, attention, si je suis complètement posé, que j'ai une réunion, où je dis, voilà, je souhaite démissionner, et que je n'ai aucune obligation d'autre forme pour la démission est tout à fait valable. D'accord ? Mais elle doit être
réfléchie et elle doit être sans aucune ambiguïté. Donc, ce qui veut dire que les décisions ou les démissions qui sont prises sous le coup de la colère permettent à l'employé de revenir rapidement sur sa décision. Alors ici, le problème il est réglé, puisque de toute façon, la démission orale ne fonctionne pas à cause de la convention collective. La convention collective impose que la démission soit caractérisée par un écrit et notamment une lettre recommandée avec avis de réception. Donc, si on n'avait pas eu cette convention collective, le droit commun, le droit du travail n'impose aucune forme. Mais ici, on a une convention collective qui nous dit « Ok, le droit du travail n'impose aucune forme, mais nous, dans les entreprises qui dépendent de cette convention collective, le salarié qui souhaite démissionner doit obligatoirement matérialiser sa démission par une lettre recommandée. » Okay. Merci. Donc, voilà pour la question du chômage. Alors, maintenant, quelles sont les sommes que l'on va devoir verser? Alors, je vais passer assez rapidement, puisqu'on a traité exactement la même question. Hein, d'accord, on a traité la même question lundi. Les sommes qui sont à verser sont bien sûr le salaire qui est dû jusqu'à la date de rupture du contrat. C'est-à-dire que si Madame Cazot souhaite démissionner, on va dire à compter du 15 janvier, et qu'elle a un mois de préavis, eh ben, elle va donc, le contrat sera donc définitivement rompu le 15 février. Il faudra donc lui payer le salaire que l'on lui doit, hein, donc sans doute du 1er février au 15 février. Il faudra lui payer son indemnité de congé payé et éventuellement toutes les primes auxquelles elle aurait le droit. En tout cas, ce que je ne veux pas voir, c'est une indemnité de licenciement, alors que par exemple, ici, on est dans le cadre d'une démission. Hein, ou une indemnité ou une prime de démission, chose qui n'existe pas du tout. Alors, quel motif la société va pouvoir envisager d'invoquer si elle décide de licencier et quels seraient les risques de contestation? Donc, le motif ici, ben, c'est un abandon de poste qui amènerait à une faute simple ou grave, on en a parlé, d'accord? Et la problématique, c'est la contestation. Donc, quand un salarié conteste son licenciement, d'abord, rappelez-moi devant quelle juridiction il doit porter son affaire. Le Conseil des prud'hommes. Exactement. Donc, le Conseil des prud'hommes, je fais juste un tout petit aparté sur le Conseil des prud'hommes. Le Conseil des prud'hommes est composé de juges qui ne sont pas des professionnels. D'accord ? Ce sont des juges qui sont issus des rangs des salariés et des rangs des employeurs. C'est-à-dire que les employeurs élisent des juges au Conseil des prud'hommes et que les salariés élisent aussi des juges au Conseil des prud'hommes. À chaque fois qu'une affaire est traitée par le Conseil des prud'hommes, elle est traitée par 5 juges. Le tribunal se réunit et il est formé par 5 juges. Évidemment, 3 juges proviennent, par exemple, des employeurs et 2 juges proviennent des salariés. Et la fois suivante, on inverse. 3 juges salariés, 2 juges employeurs, pour garder cet équilibre des forces entre salariés et employeurs. Donc finalement, les litiges qui arrivent devant le Conseil des prud'hommes sont jugés par des salariés et des employeurs. Ces juges sont élus pour 5 ans. Et tous les 5 ans, ben voilà, on renouvelle les juges qui siègent au tribunal de prud'hommes. Et je rappelle que ce ne sont pas des juges professionnels. Ils ont une activité salariée ou ils ont une activité d'employeur à côté de leur fonction de juge au Conseil des prud'hommes. Donc ici, si l'affaire devait être portée devant une juridiction prud'homale, la problématique, c'est que Madame Armel, elle dit qu'elle ne se sentait pas bien. D'accord ? Et qu'elle pourrait éventuellement contester l'abandon de poste par dire bah, si je suis malade, je ne vais pas partir, enfin, je ne vais pas rester au travail. D'accord ? Alors, ensuite, ça restera évidemment un problème de preuve. D'accord ? Ça sera à Mme Armel de prouver qu'elle avait effectivement des problèmes de santé. Malgré tout, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir prévenu son supérieur hiérarchique. Est-ce que pour cela, ça peut entraîner un licenciement?
pas évident, hein, pas évident. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait un abandon de poste beaucoup plus long, beaucoup plus non justifié, pour que ça puisse permettre un licenciement. Vous voyez, dans le cas qu'on a ici, pas sûr qu'on puisse motiver un licenciement juste avec un fait. Si par exemple Madame Cazot présentait un certificat médical. Voilà. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est éventuellement de ne pas avoir prévenu son supérieur hiérarchique, d'accord, et que ça a un petit peu désorganisé l'entreprise. Mais juste une après-midi, c'est pas grand-chose, hein. Il y a d'autres sanctions qui peuvent être envisagées. Alors ici, elles sont pas forcément traitées, hein, mais il y a d'autres sanctions qui peuvent être envisagées, comme l'avertissement, le blâme, la mise à pied, qui sont des sanctions disciplinaires, qui n'aboutissent pas à la rupture du contrat de travail, mais qui peuvent venir sanctionner ici un peu le comportement très contestable de Madame Cazot. Dans le cas d'un licenciement, devra-t-elle accomplir un préavis? Là, encore une fois, il va falloir se reporter à la convention collective, d'accord, puisque dans la convention collective, on a une partie sur le licenciement et les préavis du licenciement. Je vais vous l'afficher. Donc, concernant le licenciement, le préavis pour le personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise est de 1 semaine. Pour le personnel ayant entre 6 mois et 2 ans, il est de 1 mois. Et pour le personnel ayant plus de 2 ans d'ancienneté, il est de 2 mois. Donc, Madame Cazot est apparemment relativement ancienne dans la société. D'accord. A priori, elle a plusieurs années d'ancienneté, donc on peut imaginer que c'est plus de 2. A priori, donc son préavis sera de 2 mois à compter, bien sûr, de la notification de licenciement. Des questions sur le cas de Madame Cazot? Sur les risques de contestation, monsieur, s'il vous plaît. Alors, sur les risques de contestation, ici, on avait envisagé un licenciement pour faute grave ou pour faute simple. D'accord. Malgré tout, bien sûr, c'est toujours à l'employeur d'apporter la preuve de la faute. Ça, c'est une évidence. D'accord. Ce n'est pas au salarié à dire non, ce n'est pas une faute, c'est à l'employeur de dire c'est une faute. Ici, quels sont les éléments qui peuvent servir à l'employeur? C'est que Mme Cazot a quitté son emploi sans prévenir personne. A quitté son poste sans prévenir personne, désorganisant un peu l'après-midi, pas toute la société, juste l'après-midi, et certainement entraînant une insatisfaction des clients. Mais Mme Cazot, elle a une justification de son départ. Elle indique qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle était malade. Donc, dans tous les cas, un salarié qui est malade a le droit de quitter son poste, d'accord? Bon, tout ce qu'on lui demande, évidemment, c'est de prévenir son supérieur hiérarchique de façon à ce qu'on puisse organiser le travail en son absence. Donc, la désorganisation, de toute façon, elle aurait eu lieu si Mme Cazot avait prévenu. Donc, je dirais que ici, la seule chose, et d'autant plus que si Mme Cazot nous rapporte un certificat médical disant qu'elle n'était pas capable de travailler cet après-midi-là, compliqué de licencier quelqu'un parce qu'il était malade. D'accord. Donc, la seule chose qu'on peut lui reprocher à Mme Cazot, ce n'est pas son départ parce qu'elle était malade, puisque sans doute elle le justifiera, mais la seule chose qu'on va pouvoir lui reprocher, c'est de ne pas avoir prévenu son supérieur hiérarchique. Et cette seule faute-là ne peut pas être constitutive d'un motif de licenciement. Ce n'est pas possible. Donc, en cas de contestation, quels sont donc les risques pour l'entreprise? C'est que le licenciement soit déclaré comme licenciement abusif. D'accord. Ça veut dire qu'on n'a pas de motif. Donc, quand on n'a pas de motif,
et que le tribunal décide que le motif n'est pas suffisant, ne caractérise pas une faute, alors certainement pas une faute grave, la faute simple, ça sera difficile quand même à défendre. Si le tribunal décide, si les juges décident que le comportement de Madame Cazot n'est pas constitutif d'une faute, même simple, alors le tribunal déclarera le licenciement comme licenciement abusif. Madame Cazot, dans ce cadre-là, aura le droit à une indemnité, à des dommages et intérêts pour couvrir ce licenciement qui est un licenciement abusif. Ça marche? Oui. Pour les risques de l'entreprise en cas de contestation et surtout, alors, si l'entreprise arrive à se défendre, d'accord, et arrive à prouver que finalement c'était une faute, ben, il n'y a pas de risque. Le tribunal confirmera le licenciement et c'est tout. Mais au vu de ce qu'on a juste comme élément ici, il me paraît difficile de considérer que le comportement de Madame Cazot est constitutif d'une faute. Alors, on va passer à la suite. Lequel, Madame Cazot? Tac. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Madame Karine a fait le point sur l'agenda de la semaine. Elle évalue que si la société entame une procédure de licenciement contre Madame Cazot, la lettre de convocation à l'entretien préalable pourrait lui être remise en main propre le 29 janvier. Pardon. Donc, finalement, l'entreprise, bien qu'il y ait quand même un risque pour elle, on a l'impression ici qu'elle veut vraiment licencier Madame Cazot. Donc, la lettre, la convocation à l'entretien est remise à Madame Cazot et remise à un salarié le 29 janvier. Date importante. Alors, quelle serait alors au plus tôt la date de l'entretien? Vous savez qu'ici, il y a des délais à respecter. On avait vu qu'il y avait des délais dans la procédure de rupture par convention, de la rupture conventionnelle, mais il y a aussi des délais qu'il va falloir respecter absolument quand on procède à un licenciement. Il y a des délais il y a 3 étapes. D'abord, on convoque l'entretien, on convoque le salarié à un entretien. Ensuite, a lieu l'entretien. Et ensuite, on va envoyer la notification, c'est-à-dire le courrier, qui va indiquer au salarié la sanction qui a été décidée, ou la décision qui a été prise. Soit effectivement, le licenciement est confirmé, soit on a décidé de ne pas licencier le salarié parce que l'entretien a permis d'éclaircir un certain nombre de choses. Donc, 3 étapes, avec une 4e derrière qui est la réalisation du préavis. Donc, ces 3 étapes, elles doivent être timées. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole concernant justement ces 3 étapes? Je vous écoute. En premier, il y a la convocation pour l'entretien de licenciement. Oui. Et en second, on a l'entretien lui-même. Très bien. Mais entre la convocation à l'entretien et l'entretien, il faut qu'il y ait 5 jours ouvrables. Au minimum. Très bien. Au minimum. Et en troisième, après l'entretien, il y a la notification de licenciement. Oui. Et entre la 2e et la 3e étape, il faut au minimum 2 jours ouvrables.
Merci Abdoul de cette réponse complète et donc exacte. Ça veut dire que si Madame Karine remet la lettre le 29 janvier, d'accord. Alors, on va regarder le 29 janvier. Allez, imaginons qu'on se trouve en 2021, d'accord. On prend notre petit calendrier. Le 29 janvier, c'est un vendredi. On sait très bien. Donc, le 29 janvier, vendredi 29. Ça veut dire qu'on a le samedi 30 qui ne compte pas. D'accord. Qui compte, pardon. On a, puisque les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi. D'accord. Les jours ouvrés, c'est les jours où travaille l'entreprise. Donc, si par exemple l'entreprise travaille du lundi au samedi, ça sera aussi des jours ouvrés. Si l'entreprise ne travaille que du lundi au vendredi, comme beaucoup d'entreprises, ça sera donc du lundi au vendredi. Les jours ouvrés et les jours ouvrables comprennent toujours le samedi. Donc le samedi compte, le 30, le dimanche ne compte pas, d'accord, le 31 ne compte pas, le 1er février, le 2 février, le 3 février, le 4 février. Donc l'entretien, il faut au moins 5 jours entre les deux, ne peut avoir lieu qu'à partir du 5 février. Puisqu'on a bien 5 jours ouvrables entre les deux, c'est-à-dire le samedi 1er, le lundi, le samedi, 30, le lundi, puisqu'on ne compte pas le dimanche, le mardi, le mercredi, le jeudi, et tout ça, ça nous amène donc au 5 février, je crois que je vous ai dit ça. Hein. On va bien le marquer. Parce que... Donc le samedi compte, le samedi 30 sur 1 compte, donc lui ça fait 1. Le dimanche ne compte pas, puisque c'est un jour qui n'est pas un jour ouvrable. Le dimanche, ici, 31, lui, on ne le compte pas, donc on va pouvoir le mettre en rouge, par exemple. Et donc ensuite, on va avoir le lundi 1er février. Voilà. Donc là, on est déjà 2 jours. Le mardi, février, 3 jours, 7 jours, 5 jours, et donc on pourra, ici j'ai dit mercredi, le 3, le jeudi, le 4, donc aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le vendredi, c'est OK. Donc le vendredi 5, c'est possible. Vendredi, le 5 2, hop, lui, en bleu. Voilà. Donc le vendredi 5-2. Pourquoi? Parce qu'on aura donc eu un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5 jours. Ça marche pour ça. Et donc, comme nous l'a dit Abdoul, le vendredi 2, il y aura donc l'entretien. Il faudra encore attendre 2 jours ouvrés. Donc le samedi, ça sera possible. Enfin, contrat pour un jour. Le lundi suivant, contrat pour un jour. Et on pourra envoyer le courrier recommandé à partir du mardi suivant. Hop, hop.
Voilà, si l'entretien se déroule le mardi 9 février, pas de souci, puisqu'on a dit que c'était à partir du vendredi 5 que c'était possible. Donc, si c'est le 9, pas de problème. À quelle date pourra-t-on envoyer le courrier recommandé? Donc là, on sait qu'il y a 2 jours ouvrables, le mercredi, le jeudi, le vendredi, donc 10, 11, le vendredi 12, on pourra envoyer la notification. Alors, je vais avancer un petit peu pour terminer au moins sur cette partie-là. Quelle sera, dans ce cas-là, la date de fin de préavis? Donc, la date de fin de préavis, on l'établit en fonction de la date de début. On sait que c'est 2 mois, d'accord? Donc, la date de début, c'est la date de la notification, donc du courrier qui informe le salarié de son licenciement. Donc, nous avons dit ici que le courrier, on pouvait l'envoyer le 12, le vendredi 12, mercredi, jeudi, ouais, donc le vendredi 12, 10, 11, 12. Donc, le 12 février, le courrier, 2 mois, 12 mars, 12 avril. La fin du préavis, ce sera le 12 avril. La société peut-elle dispenser d'accomplir son préavis? On en a parlé. Oui, elle peut dispenser le salarié d'accomplir son préavis. Dans ces cas-là, le préavis devra être payé. Par contre, si c'est le salarié qui est à l'initiative de la demande, alors le préavis n'est pas payé, chose qu'on a déjà vue. Quelle sera la suite pour Madame Cazot? Quelles seraient les suites pour Madame Cazot? Donc, en cas de licenciement, là, Madame Cazot va pouvoir bénéficier de l'assurance chômage et de l'accompagnement de Pôle emploi pour retrouver un travail. Quelle sera la nature des sommes qui lui seront versées? En plus des sommes que l'on a données par rapport au licenciement, c'est-à-dire le salaire, d'accord, toutes les primes afférentes au salaire et qui sont dues aux salariés, l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié, sauf si on avait retenu une faute grave ou une faute lourde, mais ici on aurait plutôt tendance à s'orienter vers la faute simple, le salarié pourra bénéficier donc d'une sorte de prime de licenciement, d'une indemnité de licenciement qui va être calculée par rapport à son ancienneté et au salaire qu'il a. C'est 1/5, c'est pas la peine de retenir la formule, mais c'est 1/5, donc 20% du salaire moyen des 6 derniers mois par année d'ancienneté. Donc, si vous avez 10 ans d'ancienneté, ben, vous avez 10 fois 20% de votre salaire. Voilà pour ça. Alors, tac, tac, je regarde juste. Point de vue de l'entreprise, lequel des 2 motifs est le moins risqué? Ben, évidemment que c'est la démission. Voilà, on va en terminer là pour ce TD. On finira quand même les 5-6 questions assez rapidement la prochaine fois. D'accord, très rapidement, en 10 minutes, ça va être traité, puisqu'on va envisager ici la rupture conventionnelle et qu'on en a déjà parlé, qu'on a déjà fait aussi un TD, mais ça permettra de le rappeler juste en parlant comme ça, en y passant 10 minutes sur ce type de rupture qui est l'alternative entre le licenciement et la démission du salarié. Y a-t-il des questions, au moins sur ces 2 premiers blocs du TD que l'on a vus? Y a-t-il des choses que vous n'avez pas comprises? Y a-t-il des choses que vous voulez que je répète? Il nous reste 1 ou 2 minutes. Là, on peut prendre 5 minutes, il n'y a pas de problème. Sur ce que l'on a vu ici. A priori, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Ben, c'est parfait alors. Alors, on finira juste ça en prenant 10 minutes et puis je vous demande de bien voir le cours sur le premier cours sur le temps effectif de travail, sur la durée de travail. On aura l'occasion d'en discuter et j'aurai l'occasion de donner quelques précisions comparées à ça et notamment une décision de jurisprudence qui nous ramène la durée effective du temps de travail au temps réellement travaillé. D'accord? On verra tout ça en détail dans notre prochain cours qui aura lieu donc lundi pour P4 et on se voit demain
pour le cours de P3. Ça marche pour tout le monde? Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vais vous dire à vendredi pour le P3. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir.